Alors Steve, bonjour. Bonjour Nathalie. On pose la question, donc digitalisation de la formation. Est-ce qu'on va vers un nouveau secteur économique ? Tout à fait. Écoutez, merci de poser cette question importante. Tout d'abord, pourquoi cette question-là ? Il ne vous a pas échappé que la Fédération de la formation professionnelle devient les acteurs de la compétence. Donc, tout naturellement, on s'est intéressé à qui étaient ces nouveaux acteurs. Ouais. Alors, avant de démarrer, je vous propose, je vais présenter rapidement donc, le cabinet Roland Berger pour ceux qui ne connaîtraient pas encore. Donc, vous avez pour mission d'accompagner et d'accélérer l'émergence et la croissance des business de demain. Votre cabinet de conseil compte 200 consultants en France et vous, Steve, vous êtes responsable du monde de la formation spécifiquement. Donc, digitalisation de la formation vers un nouveau secteur économique, c'est donc le sujet que vous nous avez proposé. Pourquoi ? Oui, tout à fait. Alors, c'est également une question, au-delà de la FFP, qui nous est posée par beaucoup de nos clients qui voient finalement arriver beaucoup de nouveaux entrants dans le domaine de la formation, des acteurs de la digitalisation, on va le dire comme ça, et qui posent la question, est-ce un feu de paille ou est-ce un incendie qui va tout dévaster dans le champ de la formation ? Alors, on a voulu y répondre d'une manière très scientifique, la plus possible en tout cas, d'un point de vue mésoéconomique, c'est-à-dire l'analyse d'un secteur économique. Est-ce qu'on a un secteur qui émerge, combien il pèse ? Donc, pour ce faire, très prosaïquement, on a regardé ces nouveaux entrants, on a regardé leur poids économique, leur chiffre d'affaires. Là, vous aurez les données de 2019 et nous les avons classées en différentes catégories pour voir le poids respectif de ces différentes catégories. Des catégories pour l'essentiel imperméables entre elles, même si vous avez toujours des acteurs qui peuvent être à cheval sur plusieurs catégories. Alors, vous savez, Mark Twain a popularisé l'expression, il y a trois types de mensonges, les gros mensonges et les statistiques. Donc là, on est dans les statistiques et ce que je vais vous dire est faux et obsolète. C'est obsolète parce que c'est 2019 et que vous avez dans ce secteur assez darwinien, finalement, depuis 2019, certains acteurs ont disparu, d'autres ont vu au contraire leur activité progresser, d'autres sont apparus. Donc de toute manière, ce qu'on va vous montrer donne une photo un petit peu ancienne, elle ne donne pas le film. Et aujourd'hui, nos clients nous demandent surtout, plus que 2019, ce qu'il en sera en 2024. Et puis, c'est un peu inexact parce que ces données n'existent pas, je vais y venir. Il y a très peu d'enquêtes, d'études sur le sujet. Nous, on a vraiment procédé de manière très mécanique en regardant le chiffre d'affaires des acteurs. Alors, parfois, c'est dans les graphes des tribunaux de commerce, parfois, c'est rapporté par les acteurs eux-mêmes. Et puis, parfois, on doit poser des hypothèses à partir du nombre d'employés ou ce genre de métriques. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est un vrai travail de fourmi, mais c'était nécessaire pour mieux comprendre, mieux appréhender ce secteur. Alors, c'est pour ça que c'est peut-être un peu faux, mais c'est plus juste que ça n'est faux. En tout cas, c'est utile, faute de mieux. Ça permet d'avoir des ordres de grandeur tout à fait précis. Si on vous dit que tel sous-segment, vous allez voir, pèse 70 millions d'euros, en fait, c'est peut-être 80, mais c'est certainement ni 20 ni 250. Alors, dernier point, c'est un détail, ce ne sont absolument pas des données officielles validées par la FFP ou par d'autres, ce sont des données Roland Berger. Vous allez peut-être retrouver le logo de votre entreprise, je ne vous ai effectivement pas demandé la permission si vous êtes derrière la caméra, dans une catégorie. Peut-être que vous serez en désaccord d'ailleurs avec le classement dans la catégorie dans laquelle je vous ai mis. Mais dans ce cas-là, n'hésitez pas à contester et râler sur mon mur LinkedIn, on pourra engager la conversation. Voilà, c'est ouvert. Donc très simplement, comment est-ce qu'on peut catégoriser ces nouveaux acteurs ? Alors déjà, à un niveau très très-macro, de quoi parle-t-on ? On parle d'acteurs EdTech, on parle d'acteurs pure player, digitaux de la formation. Tous ces termes nous conviennent en fait, puisque il est très difficile de raisonner autrement. Vous avez d'abord des acteurs traditionnels, vous avez là quelques exemples que tout le monde connaît, qui se digitalisent et qui, en général, proposent une offre de plus en plus hybride au sein de leurs offres. En général, ça peut peser 5, 10, 15% de leur activité. Et plus on va aller dans le temps, évidemment, plus la part du digital augmentera. Vous avez, et ces secteurs sont des organismes de formation. Vous avez d'autres organismes de formation qui sont des nouveaux OF, qui sont purement distanciels, ou qui sont distanciels, mais qui sont hybrides, mais avec une part distancielle prépondérante, et qui émergent très vite. Je vous ai mis des exemples ici assez différents, entre un acteur comme l'École française, qui est un pure player du CPF, qui a connu une croissance faramineuse depuis 2 ans, un acteur comme Open Classrooms qui est présent à la fois auprès des entreprises, auprès des individus, auprès des administrations, un acteur comme G-English qui est un spécialiste des langues auprès des entreprises. Ces secteurs-là sont des OF, et ce sont des OF distanciels un peu nouveaux qui travaillent un peu différemment, en tout cas pour ce que j'en comprends, des acteurs traditionnels. Et puis vous avez plein de nouveaux acteurs issus du digital qui proposent des outils, qui proposent des solutions au service des OF ou au service des entreprises directement, qui ne sont pas OF. Ou alors elles le sont parce qu'il faut bien à un moment donné obtenir un statut pour proposer tel ou tel service, mais ce ne sont fondamentalement pas des OF. Vous avez là encore quelques exemples.
Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, je m'en excuse. Et alors moi, j'ai le grand avantage de ne pas avoir à faire mes commentaires sur les réseaux, mais directement face à vous. Et je dois avouer que je suis quand même un petit peu surprise. Voilà, c'est comme une cartographie très basique, on peut le dire. Vous n'avez pas quelque chose dans vos cartons d'un petit peu plus sophistiqué, plus précis? Merci Nathalie d'avoir le même niveau d'exigence que nos clients. Effectivement, oui, voilà. Ce n'était absolument pas scénarisé, hein, c'est un hasard. Nous avons effectivement une cartographie plus fine que vous voyez ici. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune des catégories, je vais juste indiquer que voilà, on a une dizaine de segments que vous voyez à l'écran. Dans cette dizaine de segments, on a 3 grandes familles finalement, des fournisseurs d'outils, des fournisseurs de ressources et puis vraiment des fournisseurs de services. C'est-à-dire, ils peuvent avoir des outils, ils peuvent avoir des ressources, mais de toute façon, ils vont apporter une couche de personnalisation, d'adaptation. Vous avez beaucoup d'acteurs qu'on a appelés conseils et solutions digitales, parce que finalement, qu'on utilise sa propre solution ou la solution d'un autre pour adapter finalement des contenus, au final, c'est la même chose. On rend un service à une entreprise, notamment en lui offrant une solution dédiée. Et ce qui est intéressant, et là vous avez un petit artefact graphique qui vous empêche de vous rendre compte, c'est que la moitié du secteur, mais on va le voir mieux sur la planche suivante, est constituée des OF distanciels. Ça, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que les pure players du distanciel, il y en a qui sont assez anciens. On pense à Skill & You, ex-Euroformadis, que vous voyez à l'écran, ou Enaco, qui a déjà, je pense, presque une dizaine d'années. Et puis, vous en avez d'autres qui sont très nouveaux, qui croissent très vite. Mais l'ensemble de ces acteurs-là bénéficient d'une dynamique assez forte, tirée par le CPF, par le changement d'usage aussi, par l'équipement, en fait, des individus, par exemple. Et ça pèse quand même la moitié, peut-être un peu moins, peut-être on va dire 40% de l'ensemble du secteur. Donc c'est un segment très important, et c'est là où effectivement il y a l'intérêt de fonds d'investissement, de transactions qui se passent. Et puis à côté, vous avez plein d'autres segments qui sont plus petits, dans les langues, dans justement les fournisseurs de contenu sur étagère, les ERP pour les applications, qui sont des petites niches, plus ou moins croissantes, mais sur lesquelles il y a quand même globalement une dynamique de croissance et de transformation du secteur. Parfait. Alors, l'association EdTech France avait produit il y a un an une estimation qui était un petit peu différente. Oui, tout à fait. Alors, puisque EdTech, je crois, si j'ai bien compris, a rejoint les acteurs de la compétence, je les salue amicalement. Effectivement, on a un léger écart, puisque dans cette étude parue l'an dernier, faite avec l'aide de nos confrères d'EY, je pense que c'était les adhérents d'EdTech France qui avaient été interrogés et on arrivait sur un chiffre d'affaires, je crois de mémoire, de 650 millions de CA. Voilà, c'est 650 millions. Nous, on recense un peu plus d'acteurs et on a une vision un peu plus large parce que notamment les OF distanciels, ce segment dont je parlais à l'instant, qui pèse 550 millions de mémoire dans la catégorie, ces acteurs-là sont en fait très nombreux, pèsent beaucoup et il y en a assez peu qui sont adhérents d'EdTech France. Mais en fait, est-ce qu'un OF distanciel qui se contente de digitaliser vaguement ses contenus et un autre qui a vraiment une expérience utilisateur extraordinaire sont des animaux fondamentalement différents? Nous, on n'a pas fait ce calcul-là, on a pris l'ensemble des organismes de formation à distance. On ne porte pas d'appréciation sur le degré de technologie, le degré de maturité ou de sophistication de leur solution. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un périmètre plus large et qu'on arrive plutôt sur quelque chose qui est nettement supérieur à 1 milliard que quelque chose qui est plutôt de l'ordre de 600 millions. D'accord, voilà pourquoi cette différence. Et vous, à votre avis, où va-t-on? Alors c'est effectivement le point suivant, Nathalie. Si on regarde un peu l'historique, donc on a quand même eu une très très forte croissance avec une année 2020 assez exceptionnelle, on sait pourquoi, mais même avant on avait une croissance robuste et en voie d'accélération tirée en bon français par le changement des usages. Dans nos projections, ce 1,1 milliard que nous avons aujourd'hui va continuer à croître, alors tiré un petit peu par des dispositifs du gouvernement comme le plan de transformation d'hybridation de la formation professionnelle qui a été présenté ce matin même, je crois, par le commissaire aux compétences, oui. Mais tiré aussi par des changements réglementaires comme l'évolution du compte personnel de formation qui va continuer à monter en puissance et la maturité tout simplement des entreprises, des clientes dans beaucoup de cas et même des administrations qui vont utiliser de plus en plus ces solutions digitales en lieu et place de solutions présentielles. Donc à votre avis, tous les signaux seraient donc au vert dans cette nouvelle filière? Alors, je pense que cette filière ne mérite ni l'excès d'honneur dont l'affublent les investisseurs en capital risque ou les jeunes entrepreneurs qui voient des milliards partout et des licornes partout, ni ce surcroît d'indignité que peuvent lui conférer éventuellement certains d'entre vous qui êtes derrière la caméra et qui êtes peut-être des acteurs plus traditionnels qui voyaient tout ça avec circonspection, en vous disant que finalement tout ça est un fait de paille effectivement et ces acteurs-là sont très jeunes, très fragiles et pourraient mourir bientôt, ce qui sera certainement le cas pour certains, même si d'autres vont croître et puis d'autres encore vont arriver. Donc on voit effectivement 4 sujets. Le premier, c'est effectivement de convertir l'essai après quand même une année 2020-2021 très faste, tirée par les différents confinements. Et les acteurs du conseil, des solutions digitales qui ont pu adresser
finalement des nouveaux besoins un peu dans l'urgence en 2020 et qui ont fait face du coup à un pic de demande, il va falloir convertir. C'est-à-dire que leurs clients continuent d'utiliser leurs solutions et de plus en plus au-delà de l'épisode de 2020, au-delà de l'épisode du confinement. Ça, c'est pas complètement garanti, d'autant que certains acteurs avaient proposé leurs solutions plus ou moins gratuitement ou avec des ristournes commerciales fortes pour profiter du moment. Il va falloir revenir finalement à un fonctionnement plus sain. Le deuxième point, c'est gérer l'inéluctable ralentissement du CPF à 2 ans. Parce que si la réforme du CPF a permis réellement de faire émerger un besoin, je rappelle qu'on a quasiment doublé, on est passé de 1 milliard à 2 milliards en 2021 sur la dépense du CPF. La construction même du dispositif fait que les fonds alloués au CPF sont plafonnés et on n'ira pas, notamment au-delà, on est peut-être d'ici quelques années à 3 milliards, mais on ne peut pas aller à 4, 5, 6 milliards. Donc les acteurs qui ont beaucoup profité du CPF vont devoir trouver d'autres débouchés, par exemple aller sur le marché B2B. Voilà. Ça, c'est quand même une question. Troisième point qui vaut pour tout le monde et qui est le sous-bassement finalement des deux précédents, c'est démontrer la valeur créée. Ça, c'est un peu le Graal de la formation, démontrer qu'on arrive finalement à créer plus d'impact avec moins de ressources. Avec de la formation distancielle. Et ce n'est pas évident parce qu'on sait que la formation distancielle, on perd certaines personnes. Donc on peut mettre du mentorat, on peut mettre des outils, et ce sera intéressant de voir si finalement on arrive à surmonter ce défi-là. Et le dernier point, c'est de passer à l'échelle, parce que beaucoup de ces solutions, on le disait tout à l'heure, ont été développées de manière ad hoc pour des besoins spécifiques d'entreprises, d'associations, d'administrations, de clients. Mais ce qui va créer la rentabilité, finalement, c'est la capacité à générer rapidement des solutions qui ont une base commune et qui peuvent être adaptés relativement marginalement, à moindre coût, auprès de beaucoup de clients. Et ça, cet équilibre, il n'est pas évident à trouver. Et ceux qui le trouveront, certainement, seront les gagnants de demain. Merci beaucoup, Steve Danino. Alors, je vois que vous êtes très ouvert aux échanges, donc surtout, n'hésitez pas à réagir. Vous souhaitez faire réagir justement pour faire avancer cette nouvelle filière de la formation telle qu'elle doit évoluer aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. À 15h10, ici, nous allons parler des soft skills. Sachez que vous pouvez également aller écouter Jérémy Robiol de Xerfi. Il intervient en ce moment dans l'Auditorium 2. À tout à l'heure.